Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi je place la peinture au-dessus de tous les autres arts. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'art contemplatif par excellence, le seul qui puisse vous donner l'illusion que la pendule s'est arrêtée. Pour apprécier pleinement une sculpture, il faut en faire au minimum le tour, ce qui peut prendre un certain temps. Pour un livre, il faut le lire jusqu'au bout. Pour un morceau de musique, l'écouter jusqu'à la fin. Ne dit-on pas d'ailleurs que le quart d'heure qui suit est encore de Mozart? La peinture seule n'a rien à faire avec le temps. Inutile de faire le tour d'un tableau ou de le retourner pour en voir l'envers, même si quelques peintres, et non des moindres, s'y sont essayés. Inutile de le lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Inutile de consacrer un temps donné à sa contemplation. Chaque peinture est un voyage particulier dont on ne sait où il va nous mener, s'il va seulement nous mener quelque part, et combien de temps il va durer. En bon pessimiste, Schopenhauer place la musique très au-dessus des autres arts. Il les voit comme des moyens limités de reproduire les idées, bien qu'ils n'expriment que l'ombre, alors que la musique, non contente de reproduire au mieux les idées, parle de l'être. Dans une sorte de hiérarchie des 5 extuaires du corps, ou des 5 sens si vous préférez, et dans une belle unanimité, les philosophes ont de tout temps placé à leur tête la vue et l'ouïe, seuls capables selon eux de permettre à l'esprit d'accéder au monde de l'amour, de la beauté et de la connaissance. Disons à l'esthétique pour simplifier. Mais leurs avis divergent quant à leurs mérites respectifs. Platon avait fait de la vue le sens le plus noble, les philosophes de la Renaissance firent de la peinture la reine des arts. Aristote avait préféré l'ouïe par laquelle est perçu le langage, d'autres optèrent pour la conciliation en définissant 3 sortes de beauté, celle des âmes, celle des corps et celle des sons, la première étant perçue par l'esprit, la seconde par les yeux et la troisième par les oreilles. D'autres encore réservèrent à lui seul l'accès à la beauté de l'âme, la vue se limitant à la beauté du corps. La discussion en fait se poursuit depuis Platon et durera tant que les hommes naîtront différents les uns des autres, c'est-à-dire quelque temps encore. Passons sur le fait que certaines musiques génèrent des images très fortes, certaines sculptures une envie irrépressible de toucher, et qu'en certaines peintures la suprématie de la beauté visible soit contestée par les charmes audibles de la musique. Je pense en particulier à Watteau. Dans son ouvrage Les mystères du rectangle, publié chez Actes Sud, l'écrivain Sérieux Ved a écrit quelques lignes parmi les plus simples et les plus belles que j'ai jamais lues sur la peinture. J'aime la peinture parce que dans son inaltérable immobilité, elle paraît exister en dehors du temps d'une manière impossible à toute autre forme d'expression artistique. Plus j'avance dans mon existence, plus je voudrais mettre le monde en suspens et saisir le présent avant que, dévoré par la seconde suivante, il ne devienne le passé. L'histoire de la peinture, c'est, à tout prendre, l'histoire d'une chose aussi plane que le plateau d'une table. Regardons-nous un univers en miniature ou un monde gigantesque? Ce qui me fascine, ce sont les voyages qu'on entreprend en regardant et seulement en regardant. Pour cela, nulle connaissance particulière n'est nécessaire, il suffit de comprendre que la perception d'une œuvre d'art est l'aventure d'un regard dans un espace imaginaire. Voici donc mes récits de voyage personnels dans ce monde illusoire, étrange et immobile, rédigés à l'intention de tous ceux qui apprécient cette expérience solitaire qui consiste à s'arrêter devant un tableau, à attendre un peu et à voir ce qui se passe.